HPI, neuroatypie. C'est vrai que ces mots, on les entend vraiment beaucoup en ce moment. Ah oui, partout. Mais bon, entre les idées reçues, les infos qui se contredisent parfois, c'est pas évident de s'y retrouver. C'est clair. Alors aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu tout ça. On s'est penché sur pas mal de sources, des analyses psy, des recherches, des témoignages aussi. Oui. L'idée, c'est de comprendre ce que HPI veut vraiment dire, quels sont les traits réels, de démêler un peu le vrai du faux. Exactement. Commençons par la base, peut-être. Mhm. Le HPI, le haut potentiel intellectuel. En gros, c'est défini par un score de QI. Le fameux QI. Oui, le fameux QI, égal ou supérieur à 130. Ça touche environ 2,3% des gens. D'accord. Mais attention, le mot important, c'est potentiel. C'est une capacité, quoi. C'est pas du tout une garantie de réussite ou de bonheur, même. Justement, ce QI, on sait qu'il mesure des choses comme la mémoire, le raisonnement, la vitesse de traitement. Oui, le facteur G, l'intelligence générale cognitive. Voilà. Mais pourquoi on s'y réfère encore autant alors qu'on lui reproche de pas tout mesurer? La créativité, l'intelligence émotionnelle, tout ça? C'est une bonne question. En fait, il mesure bien ce facteur général, qui est assez prédictif pour certaines choses, comme, disons, la réussite scolaire. Et même s'il ne mesure pas directement la créativité ou le social, il y a souvent des liens, des corrélations. Mais sa limite, elle est réelle, surtout si les scores aux différents tests sont très dispersés. Le QI hétérogène, c'est ça? C'est ça. Là, le score global, il veut plus dire grand-chose. Je vois. Et la neuroatypie, alors? J'ai l'impression que c'est un peu différent. HPI, ça sonne comme une capacité en plus, alors que neuroatypie, ça décrit plutôt un fonctionnement différent qui peut amener des difficultés, non? Tout à fait, c'est une distinction essentielle. Neuroatypie, c'est un terme un peu fourre-tout, moins scientifique formellement. Ça regroupe des fonctionnements neurologiques différents de la majorité. Comme les TSA, TDAH. Exactement. TSA, TDAH, les troubles 10, on estime ça à peu près à 20% de la population. L'idée, c'est celle d'un spectre, d'une diversité neurologique naturelle, la neurodiversité. D'accord. Le HPI, c'est quantitatif, un score. La neuroatypie, c'est plus qualitatif, un mode de fonctionnement différent, qui peut, ou pas d'ailleurs, entraîner des défis d'adaptation dans notre société actuelle. Ok, c'est plus clair. Alors, parlons des traits qu'on associe souvent au HPI, surtout dans les témoignages, les livres. Hypersensibilité, créativité, grande curiosité, perfectionnisme. Le sentiment de décalage aussi. Oui, le décalage, le besoin de justice. On lit ça partout. Mais est-ce que la science, elle, confirme que c'est vraiment lié au HPI? Alors là, on touche au cœur du problème et des mythes. C'est fascinant, parce que les grandes études scientifiques, elles ne valident pas du tout ces stéréotypes négatifs. Ah bon? L'image du génie malheureux, inadapté, Exactement. ça c'est largement affirmé. Au contraire, les données suggèrent plutôt que le HPI serait un facteur de résilience, une sorte de protection. Une protection? Oui, en moyenne, un QI élevé est corrélé positivement avec une meilleure santé, une plus grande longévité et aussi une meilleure réussite scolaire et pro. C'est quand même étonnant ce décalage avec les témoignages qu'on entend, souvent très axés sur le mal-être, la difficulté. Oui, mais il y a des explications. Souvent, on confond HPI et hypersensibilité. Ce n'est pas la même chose, même si ça peut coexister. D'accord. Ensuite, il y a un gros biais de sélection. Les gens qui vont consulter ou qui rejoignent des assos type Mensa, par exemple, sont plus souvent ceux qui rencontrent des difficultés et cherchent du lien. Ça donne une image déformée. Ajoutez à ça les vieilles idées romantiques sur le génie et la folie, et puis parfois des autodiagnostics qui arrangent un peu pour mettre une étiquette valorisante sur des difficultés. Donc, si ce n'est pas l'anxiété ou l'inadaptation qui ressort statistiquement, est-ce qu'il y a un trait de personnalité qui est vraiment différent chez les HPI en moyenne? Oui, il y en a un. Si on utilise le modèle des Big Five en psycho, Oui, les 5 grands facteurs de personnalité. voilà, eh bien, le seul trait qui ressort significativement, c'est une plus grande ouverture à l'expérience. L'ouverture, C'est-à-dire, la curiosité intellectuelle, l'intérêt pour la nouveauté, les idées abstraites, l'art. C'est assez logique finalement avec un potentiel intellectuel élevé. d'accord, pour les autres traits, comme être agréable ou névrosé. Pas de différence notable. Pas de différence significative aux moyennes, non. Très intéressant. Une des sources qu'on a consultées suggère aussi que, même s'ils sont minoritaires, les profils HPI ou neuroatypiques ont eu un impact énorme sur l'histoire. Oui, l'idée que penser différemment, ça peut vraiment faire avancer les choses. On trouve des listes avec des noms comme Imhotep, Marie Curie,
Einstein, bien sûr. Newton aussi, parfois. Oui. Ou, plus récemment, Tim Berners-Lee, l'inventeur du web qui est dyslexique. Pour Einstein, par exemple, on dit que sa pensée est très visuelle, son côté un peu hors norme, parfois vu comme des traits autistiques, aurait été clé. Bon, après, il faut être prudent avec ça. Oui, bien sûr, ce sont des spéculations a posteriori. On n'avait pas de test de QI à l'époque d'Imhotep. Exactement. Mais ça illustre bien comment des fonctionnements différents peuvent être une richesse, une source d'innovation incroyable. Donc, si on résume, HPI égale potentiel intellectuel, QI 130 ou plus. Les clichés négatifs, plutôt faux, scientifiquement, on parle plus de résilience, C'est ça, et l'histoire montre que des profils hors normes ont pu jouer un rôle moteur. tout à fait. Et rappelons que le QI, ce n'est qu'un morceau du puzzle. Il y a des modèles plus larges, comme celui de Renzulli. Ah oui, Oui, il parle de haut potentiel productif. Pour lui, il faut 3 choses. Des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne, certes, mais aussi une grande créativité et un fort engagement. Une sorte de persévérance, presque une obsession pour un domaine. intelligence, créativité, engagement. D'accord. C'est l'interaction des 3 qui mènerait aux réalisations exceptionnelles. Ce qui nous amène à une question pour finir notre discussion. Si le QI seul ne fait pas tout, si la créativité et l'engagement sont si importants, comment est-ce que notre société pourrait mieux identifier et surtout cultiver toutes ces formes de potentiel? Chez tout le monde, hein, pas juste ceux qui ont un gros score de QI. Vaste question. Une réflexion à poursuivre peut-être. Voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui.